Bonjour à tous, donc je suis Lucas, je bosse chez Starkware. Je suis dans l'équipe exploration et nous, en gros, notre but, c'est de faire des projets open source de tout ce qui touche à Starkware, Starknet, etc. Et notamment Starknet. Starknet, c'est un Validity Rollup et donc je vais vous expliquer assez haut niveau comment ça marche. Ça vous aidera aussi pour la présentation d'après. Mais du coup, en gros, on arrive à un constat qu'en 2015, Ethereum est apparu. Et en fait, Ethereum, c'est vachement plus lent que les solutions de paiement qui sont sorties bien avant, par exemple Alipay ou les cartes de crédit. Donc pourquoi on en arrive à ça? Donc aujourd'hui, on a deux solutions. Soit les banques, soit Ethereum. Les banques, c'est tout le monde qui dit « Ok, je crois à la banque pour maintenir l'état de mon compte, pour process mes transactions, etc. » Ethereum, c'est l'inverse. C'est je crois à personne, je revérifie tout ce qui se passe, il n'y a rien qui est anonyme et tout peut être vérifié par tout le monde. Donc il y en a un qui est très rapide parce qu'il a une grosse machine qui exécute tout, l'autre très lent parce qu'il y a plein de petites machines qui réexécutent tout. Et donc la question c'est comment faire pour avoir un entre-deux et pouvoir avoir un réseau rapide mais sécurisé. Slide. Voilà. Donc soit on peut augmenter la gas limit du bloc, c'est ce qui a été fait dans plein de blockchains, mais en fait c'est pas ouf parce que tous les gens qui ont des trop petites machines, ils pourront pas suivre. Si à la fin on se retrouve avec des blocs énormes, il faudra des énormes serveurs pour les process et on retombera sur les banques. Donc c'est pas top. Sinon, il y a les fraud-proof rollup. Donc il y a Arbitrum et pas Optimism, mais en gros on trust un gros ordinateur, mais il y a quand même des gens qui peuvent vérifier que ce qui se passe est bon. Mais encore une fois, pas Optimism. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Top. Et donc, nous, ce qu'on a, c'est des preuves de calcul, des preuves d'exécution, comme vous voulez. En gros, on a un fait, genre une transaction. On a un prover qui est un gros serveur qui va prouver. Et on a le verifier qui va vérifier la preuve. C'est un peu similaire au proof of work, dans le sens où il y a des machines qui vont travailler pendant un certain temps et vérifier ce que la preuve, ça prend pas longtemps, parce que c'est juste recalculer un hash. Donc c'est un peu le même concept. Et donc, on aurait une nouvelle architecture où on aurait une blockchain qui reçoit toutes les transactions. Un séquenceur qui reçoit, qui ordonne et qui exécute toutes les transactions. On a le prover qui va réexécuter toutes ces transactions, les prouver. Et on aura un verifier qui va vérifier cette preuve. Et ça, appliqué à Ethereum, ça donne ça. L'ordi va tomber. Donc on a le prover au milieu, bon je peux pas montrer, mais le prover au milieu qui va poster la preuve sur Ethereum. Et donc on hérite de la sécurité d'Ethereum parce que tous les nœuds d'Ethereum, ils vont réexécuter le code du verifier. Merci. Le code du verifier, donc en gros tous les nœuds Ethereum vérifient Starknet. Merci. Ok. Donc on poste sur Ethereum la preuve, mais on poste aussi les state updates, c'est-à-dire toutes les variables d'état des smart contracts. Si par exemple dans un contrat on a stocké à l'emplacement 3, on a stocké 2, et ben on poste sur Ethereum update du contrat X 3, 2. Et donc en fait on peut reconstruire tout l'état de la chaîne seulement à partir d'Ethereum. On a aussi les preuves, donc on peut les vérifier. Et donc on a un réseau qui est complètement trustless et sécurisé par le layer 1. Ok. Et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne de la puissance de calcul vraiment pas chère. Et ça nous permet de faire pas mal de choses. Notamment dans le gaming, on a une communauté assez active gaming. Donc c'est Dojo, je ne sais pas si ça parle à des gens. Mais c'est un framework pour faire des jeux. C'est dans l'ambiance Autonomous World. Et on a en dApps qui existe déjà, on a Brix. C'était un
un concept de NFT où en gros on pouvait acheter des briques et après on pouvait les assembler et du coup créer un peu à la Minecraft, créer des plus gros NFT. Et ça demande énormément de puissance de calcul pour calculer les formes, etc. Et ça c'est possible sur Starknet parce que c'est pas cher. Sur Ethereum, ce serait vraiment hors de prix. On peut avoir de l'IA on-chain aussi. On avait un bot de trading on-chain fait par Modulus Lab. Et du coup, il tradait en envoyant des messages en L1. Donc, il était entraîné et on pouvait le ping. Et après, il faisait des trades sur Ethereum directement. Oui, gaming, art, etc. On a aussi l'account extraction natif. Donc, account abstraction, c'est le fait qu'on n'est pas, comme sur Ethereum, on n'a pas une clé privée et une clé publique. C'est en gros, sur Starknet, tout est un smart contract, même les comptes. Sauf que les comptes, ils ont une interface spécifique. Ils doivent avoir une fonction de validation et une fonction pour exécuter. Donc dans la fonction de validation, c'est là où on a l'équivalent de la vérification de la signature sur Ethereum. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Si on veut que la validation, ce soit je connais la préimage de ce hash, en fait on peut l'avoir. On peut, si on veut ne pas vérifier une courbe spécifique, par exemple, on pourrait avoir plusieurs schémas de signature. Donc, par exemple, vous avez tous un téléphone et il a tous une Secure Enclave. Et en gros, ça, c'est un petit composant sécurisé dans votre téléphone qui a une courbe elliptique spécifique. Et du coup, dans votre smart contract, vous pouvez coder une fonction qui vérifie une signature de cette courbe elliptique. Et du coup, vous pourrez vérifier des signatures de votre téléphone. On a un wallet qui a fait ça, Bravos. En gros, vous avez une clé qui est le hot wallet qui peut permettre de faire des transactions. Là, vous pouvez dire, j'autorise ce type de transaction, etc. Ou machin, enfin bref. Et ça, la clé, elle est stockée sur votre ordinateur. Et vous avez une master key qui est votre Face ID, qui vous permet d'envoyer une transaction pour changer la clé hot wallet, etc. Donc ça, c'est super pratique. Vous pouvez aussi avoir des session keys. En gros, vous donnez une signature à une DApp et elle peut la réutiliser pour envoyer des transactions à des contrats spécifiques, à des fonctions spécifiques. Donc ça, c'est cool pour les jeux. Aussi, vous pouvez grouper des transactions. Au lieu, par exemple, si vous voulez faire un approval, un transfert, un swap, vous faites ça dans la même transaction. Vous n'avez pas 3 fois à signer une transaction. Donc en vrai, c'est cool pour un peu tous les usages. On a aussi un bridge qui est trustless. Les optimistic rollup, c'est ça repose sur la théorie des jeux. En gros, on stake temps et si on fait n'importe quoi en L2, on peut se faire slasher. Ici, là, c'est sur Starknet et sur zkSync et autres. En fait, tout est prouvé ce qui se passe en layer 2. Donc si par exemple, moi je dis je veux bridger de l'Ether sur Starknet, j'envoie de l'Ether sur un contrat. Le séquenceur Starknet, il regarde les events de ce contrat. Il voit reçu tant d'Ether, machin. Il va consommer le message en L2. Donc il va exécuter une transaction qui dit mint tant d'Ether à ce compte-là. Et du coup, ça va être prouvé par le prover. Ensuite, on renvoie la preuve en L1 et c'est vérifié. Et donc, en fait, Ethereum sait que, enfin, Ethereum sait pas, mais c'est vérifié que le message a bien été consommé et que on ne s'est pas mint 300 Ether parce qu'on avait envie. Chacun peut construire son bridge parce qu'on a ce système de message qui du coup est assez modulaire. Il y a SnapshotX qui a fait une DApp, MakerDAO qui a fait son propre bridge et AAV aussi. Vous pouvez aussi faire du DeFi pooling avec ça, c'est-à-dire par exemple si on a tous 1 euro et qu'on veut le stake sur Lido, et si on fait sur Ethereum, nos 1 euro il passe en gaz. Si on fait en L2, on se regroupe tous dans une pool, on met tous nos 1 euro, on arrive avec 100 000 euros, on bridge ça en L1 et on stake sur Lido et on paye beaucoup moins de fees. Les storage proof aussi, c'est important. En gros, ça découle de la computation qui n'est pas chère du tout. Les storage proof, c'est prouver
prouver qu'on a une feuille dans un arbre de Merkle, en gros. En gros, si on a la state root d'Ethereum, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce que c'est, mais en gros, Ethereum, c'est un arbre de Merkle, c'est un arbre et on rehash tout. Bref, et ça nous donne du coup un hexa. Et on peut prouver qu'il y a une feuille qui a un endroit dans cet arbre en donnant tout le chemin, etc. Et ce sera reconstruit. Et ça, c'est hyper cher parce que du coup, il y a énormément de hash. Et donc sur Ethereum, c'est très cher. Mais sur Starknet, c'est possible de le faire. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir avec ça, c'est qu'on peut, par exemple, dire moi, je veux minter 30 Ethers à un mec qui a 30 Ethers en L1. Et donc, avec cette storage proof, donc, il pourra la mettre, l'envoyer au contrat sur Starknet. Ce sera vérifiable et on pourra minter 30 Ethers. Ça, c'est si on ne veut pas utiliser le bridge, mais si on peut faire la même chose pour Solana, on peut faire la même chose sur toutes les blockchains. Et ça peut permettre de faire des transactions multi-chain. Ça, Herodotus, ils font pas mal les interactions cross-chain. Et je vous invite à regarder ce qu'ils font, parce qu'en vrai, c'est assez cool. Ensuite, le fractal scaling, ça c'est les layer 3, les app chains, etc. En gros, chacun peut déployer son app chain. Par exemple, on peut mettre un StarkEx sur un Starknet. Il suffit d'avoir un contrat verifier. Enfin, la même archi qu'en L1, mais en L2. Et ça permet d'avoir du coup des réseaux qui sont optimisés pour certains use cases. Donc, je le disais, StarkEx c'est optimisé pour le trading. Ça permet du coup d'avoir, par exemple, Sorare, on pourrait le mettre en layer 3 qui se poste sur Starknet et ça réduirait encore leur fees par rapport à Ethereum parce que la data availability, elle serait beaucoup moins chère et le coût de vérification de la preuve, même s'il est marginal, ce serait moins cher. Et donc, en fait, tout ça, c'est possible parce qu'on a notre langage de programmation qui s'appelle Cairo. En gros, c'est un langage Turing Complete qui nativement permet d'être prouvé, qui est optimisé pour ça. Donc par exemple, EasyCasing, eux, ils transpilent du Solidity vers leur langage. Donc ils ont leur DSL aussi, qui est l'équivalent de Cairo. Mais ça, c'est pas, en soi, personne l'utilise. Ils utilisent que le compiler Solidity vers Zinc. Voilà. Mais du coup, il y a de l'overhead parce qu'il faut compiler le Solidity vers le Zinc. Alors que nous, Cairo, il n'y a pas d'overhead, c'est nativement optimisé pour ça. Mais c'est un peu lent parce qu'en fait, on a notre bytecode, c'est notre langage. Du coup, c'est lent parce qu'on a notre VM qui a une surcouche, bref. Et du coup, ce qu'on veut faire, c'est le rendre aussi rapide que les autres étant C, C++, Go, Rust, etc. Et en fait, tous ces langages, ils sont rapides parce qu'ils utilisent du tooling qui existe depuis super longtemps. Ce que nous, on ne peut pas faire parce qu'on a notre propre langage. Et en gros, ils utilisent tous une représentation intermédiaire qui est LLVM AR, donc représentation intermédiaire LLVM. Et donc là, il y a optimiseur, coverage, compilation en WebAssembly, en RISC-V, bref, il y a énormément de tooling. Et du coup, on fait un compiler pour compiler vers LLVM et pouvoir compiler en x86, donc ce qui serait exécuté nativement par les processeurs et ce qui ferait gagner énormément de TPS. Là, il y a une petite explication de comment ça marche. Je suis pas sûr qu'il y ait des masses de gens que ça intéresse. Levez la main ceux que ça. Ok, bon, il y en a un, ça me suffit. Donc ça, en gros, c'est un programme Cairo qui est assez débile, qui fait 1+2. Ça, c'est sa représentation en Sierra. Sierra, c'est notre représentation intermédiaire. C'est en gros un ensemble de bouts de code d'assembleurs Cairo qui seront toujours prouvables parce qu'avant, en fait, on pouvait faire assert 1 égale 2 et en fait, c'est pas possible de prouver ça. Donc, si on avait une transaction qui était super chère et à la fin, il y avait assert 1 égale 2, c'était revert, mais on pouvait pas l'inclure dans un bloc parce qu'on n'aurait pas pu le prouver. Donc, le séquenceur, il se faisait DOS. Et du coup, on a créé notre représentation intermédiaire. Et donc là, on a les types qui sont utilisés dans le programme. Là, c'est les libfunc, donc ça, c'est les bouts de code Cairo Assembly qui sont déclarés ici. Là, c'est le corps du
programme, et en dessous, c'est le nom de la fonction avec la ligne où ça commence. Donc là, c'est le main, et ça commence ligne 0, donc instruction 0. Et ensuite, on suit ce qui se passe, mais voilà. Et donc, ça, c'est le bout de code en LLVM. Donc là, on retrouve un peu tout. C'est extrêmement beau, mais du coup, je vais vous épargner ça. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a un optimizer. Et l'optimizer, du coup, il transforme le gros truc dégueu avant en juste ça. En fait, juste le résultat. Donc un truc qui nous aurait pris beaucoup de temps en Cairo. Parce qu'en fait, chaque libfunc, c'est plusieurs instructions Cairo. Et ben, c'est transformé en une instruction LLVM qui ensuite, du coup, sera compilée en natif, donc x86, pour être directement exécuté par le CPU. C'est assez rapide, parce que sinon c'est assez long, mais je vous invite à regarder cette présentation de Aki de Lambda Class. Eux, ils bossent sur Cairo native. En gros, moi, je vous ai parlé de Cairo en LLVM, mais eux, ils ont fait, enfin, de Sierra en LLVM, eux, ils ont fait Sierra to MLIR. C'est une autre représentation intermédiaire un peu plus moderne. Et du coup, Aki a fait une présentation qui est assez intéressante à la StarkNet CC de cet été, si vous n'y étiez pas. Et voilà, c'est la fin. Ça, c'est le lien vers le StarkNet Book. Donc, c'est l'équivalent du Rust Book, mais pour StarkNet. Donc, si vous voulez commencer quelque part, c'est un bon endroit.